moi je vais vous parler de l'Union des marchés de capitaux, le plan d'action de la Commission européenne. Donc, le sujet a déjà été pas mal évoqué, en tout cas dans ses grandes lignes, par Édouard et Marianne Thierry. Donc, moi je vais vous représenter rapidement en fait en quoi consiste d'abord l'Union des marchés de capitaux et puis le plan d'action de la Commission européenne, qui est quand même la concrétisation, en tout cas théorique, de cette Union des marchés de capitaux. Et puis vous livrer sur quelques points, en fait, le point de vue des professionnels des marchés que représente la MAFI. Donc l'Union des marchés de capitaux, c'est surtout en fait au départ une pièce maîtresse d'un plan plus vaste, qui est un plan pour l'investissement de Jean-Claude Juncker, qu'il avait d'ailleurs annoncé dans ses orientations politiques en 2014, en juillet 2014, avant qu'il soit, qui était un petit peu sa plateforme au moment où on était en train de nommer les commissaires. Et puis, donc c'était aussi dans un plan d'ensemble pour relancer l'investissement, et notamment à travers la relance de l'investissement, il s'agissait de relancer le financement, notamment par les marchés, et donc de diversifier aussi les formes de financement par le marché. Donc juste pour vous citer, en fait, effectivement, en juillet 2014, Jean-Claude Juncker annonce que l'objectif est de créer un marché unique des capitaux pour les 28 États membres en supprimant les obstacles à l'investissement transnational et faire baisser les coûts de financement au sein de l'Union européenne. Donc là, juste un petit commentaire. À l'époque, il avait annoncé donc l'union des marchés de capitaux, et je dirais que le terme union a été un petit peu... l'union a été un petit peu... enfin, le terme union est peut-être un peu contestable dans le contexte à l'époque où il a été prononcé, parce qu'on était aussi dans une phase on était on est toujours d'ailleurs dans une phase de construction d'une union bancaire, et donc ça pouvait être assimilé aussi à une union bancaire. Or là, bon, même si le contenu de l'union des marchés de capitaux n'avait pas été annoncé, clairement on n'était pas dans une union bancaire, notamment parce qu'il n'y a pas il n'est pas prévu une intégration notamment de la supervision. D'ailleurs, nous, de ce point de vue, au niveau des professionnels, on est content, parce qu'on ne soutiendrait pas à ce stade l'intégration de la supervision, qui nécessite, selon nous, d'abord de travailler ensemble, de développer une culture commune, ce qui prend du temps. Voilà, donc ensuite, Lord Hill, qui est le commissaire anglais chargé de la FISMA, qui était la direction générale des services financiers, de la stabilité financière et de l'Union des marchés de capitaux, lui a donc à la charge difficile de mettre un contenu sur un plan qui était quand même à la base une annonce, mais qui ne contenait rien. Donc en termes de chronologie, enfin de contexte, une consultation avait été lancée, enfin plusieurs consultations ont été lancées en début d'année 2015. Donc il y a eu une consultation sur la révision de la directive prospectus, une consultation sur une future proposition législative sur la titrisation, qui sont deux aspects identifiés comme prioritaires pour l'Union des marchés de capitaux, et puis aussi ce livre vert qui était censé poser les jalons du futur plan. Voilà, donc juste à titre indicatif, il y a eu plus de 700 contributions à ce livre vert, et ce qui ressort de ces 700 contributions, au fond, c'est qu'il n'y a pas de consensus réel sur ce que doit être l'Union des marchés de capitaux, et voire même sur son utilité, enfin sur sa pertinence. Voilà, donc le plan d'action, par la suite, donc, Lord Hill a annoncé son plan d'action le 30 septembre dernier. C'est donc une liste de mesures un petit peu hétéroclite, donc qui sont sous-tendues par la volonté de développer le financement par le marché, tout ça dans un contexte des intermédiations bancaires. Alors, j'avance. Là, donc là, c'est... Alors, le plan d'action, pour le décrire rapidement, vous l'avez sur les slides. Donc, il y a 6 axes principaux. C'est donc le financement de l'innovation. Donc là, on fait référence aux startups et aux entreprises non cotées. La simplification de l'accès au marché coté par les entreprises. Donc, la révision de la directive prospectus. L'investissement à long terme dans les infrastructures et les projets responsables. Le soutien de l'investissement des particuliers et des institutionnels, la libération de la capacité de prêt des banques pour soutenir l'économie, la facilitation de l'investissement transfrontière. Vous voyez, c'est quand même des axes qui sont très hétéroclites. À chaque fois est identifié des points précis, supposés donc régler, ou en tout cas traiter les problèmes. Alors, dans ces 6 axes, on a un certain nombre d'initiatives immédiates qui ont été annoncées. Donc, on a une proposition législative qui concerne la titrisation simple, transparente et standardisée.
donc un règlement de titrisation et une proposition d'amendement au règlement sur les exigences en fonds propres bancaires. Ça sera traité plus en détail par la suite, cette matinée. On a un projet de règlement prospectus. Alors au moment de l'annonce du plan, c'était encore un projet d'annonce, enfin une annonce. Entre-temps, en novembre, on a eu donc le projet de règlement de prospectus qui est sorti. Alors là, nous, je vais peut-être continuer, puis je reviendrai sur ce projet de règlement, puisqu'il est sorti récemment, parce qu'on a quelques points à mentionner. Donc en termes d'initiatives immédiates qui ont été annoncées, on a aussi un amendement à solvabilité 2 sur les investissements en infrastructure. On a des consultations aussi, donc une consultation sur ça a été mentionné déjà avant moi, sur les fonds de capital risque et en faveur de l'entrepreneuriat social. On a une consultation sur les obligations sécurisées et donc ce fameux appel à témoignages sur les effets de la juxtaposition des différents textes réglementaires, qui est effectivement une consultation très importante à laquelle on répond, et je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Donc juste 2 points sur le projet de règlement de prospectus qui est sorti tout récemment. Alors pour nous, on a beaucoup travaillé dessus à la MAFI et c'est un point qui est très important dans le cadre de l'Union de marché de capitaux. Alors par rapport à cette nouvelle proposition, je dirais que même dans leur ensemble, elles sont positives, puisqu'effectivement elles allègent un certain nombre d'exigences. Elles restent quand même assez en demi-teinte et pas très ambitieuses par rapport à ce qui aurait pu être, enfin on aurait pu le croire par rapport à la consultation au printemps. Et je dirais que même notamment sur 2 points, on est déçus parce que concernant notamment les seuils, alors les seuils au-delà desquels on est obligé de faire un prospectus ont été certes relevés, ce qui est déjà un bon point, mais ce qu'on constate surtout, c'est que la possibilité qui existait pour les États membres, en fait, qui s'appelait une discrétion, d'abaisser ces seuils existe toujours. Et donc, pour nous, c'est contraire à l'esprit même d'une harmonisation, et ça va dans le sens contraire d'ailleurs de l'Union des marchés de capitaux, puisqu'on n'a pas d'harmonisation sur les conditions en fait, d'émission d'un prospectus, si on laisse la possibilité pour chaque État membre d'abaisser ces conditions. Donc ça, c'était un point pour lequel, pour nous, c'était important et qui n'a pas été traité. Et puis, sur la définition des PME-ETI, là encore, ces définitions, en fait, la définition est alignée avec celle de la MIF. Elle est remontée au seuil de 200 000 €, ce qui est bien en soi en termes d'harmonisation. En revanche, pour nous, le seuil des 200 000 € n'est pas suffisant, puisqu'en termes boursiers, c'est un seuil qui est beaucoup trop bas. On a toujours en fait poussé pour qu'il y ait une notion d'entreprise intermédiaire dans le champ boursier qui correspond à une réalité en fait, une réalité boursière où les investisseurs sont prêts à investir en fait à partir du seuil de 1 milliard d'euros. Donc on regrette que le seuil des 200 000 ne soit pas monté plus haut. Pour nous, 1 milliard était un seuil minimum. Voilà, donc je continue, c'était le point sur le prospectus. Alors sur le plan d'action, quelques remarques d'ordre général. Donc c'est évidemment dans l'ensemble une initiative positive, puisqu'elle reconnaît un vrai rôle au marché en termes de financement, ce qui est une rupture avec la mandature précédente, puisqu'il y avait plutôt une approche punitive quand même de la réglementation. Pour autant, c'est quand même un projet, il me semble, qui aurait pu être un petit peu plus pensé, une réflexion d'ensemble sur de quoi l'Europe a besoin en termes de marché. Là, on est sur un catalogue de mesures, on le disait aussi, comme le disait Marie-Thierry précédemment, on ne sait pas réellement à quoi ça va aboutir, et puis c'est très hétéroclite, ce qui est normal vu les besoins, qui sont aussi, ça je reviendrai, très différents en fonction des intérêts, en tout cas des investisseurs et des marchés dont on parle. Pour autant, on ne sent pas qu'il y ait une réflexion d'ensemble sur les marchés en Europe. D'ailleurs, le terme même d'union pourrait être contesté, puisque justement, ça suppose une certaine homogénéisation des marchés, alors qu'à notre sens, ce qu'il faut souligner, c'est le besoin plutôt d'une espèce de continuum de types de marchés, des marchés au pluriel, puisque en fonction des besoins des investisseurs, des types de marchés, on a un grand marché intégré pour les grandes capitalisations qui existent déjà
Et puis, en fonction des entreprises moyennes, on est plutôt sur des marchés de toute façon régionaux au sens européen, donc nationaux. Voilà, peut-être qu'on nous fait un petit peu trop croire que des investisseurs portugais vont aller financer des émetteurs, en tout cas les entreprises estoniens. Donc c'est pas, à notre sens, tout à fait réaliste. Donc ce qu'il faut mettre l'accent, c'est les différentes formes de marché, les différents besoins et les différentes mesures qui en découlent. Donc d'ailleurs, même le rôle de l'Union européenne, donc la Commission européenne dans ce continuum de marché est différent. Et beaucoup de choses doivent être aussi faites au niveau local. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sans trop dépasser le temps? Alors bien sûr, la grande priorité pour nous à la MAPI, c'est quand même développer le financement également en fonds propres. Hein, c'est une grande priorité qui devrait être, je pense, n'a pas été, l'accent n'a pas été suffisamment mis sur la priorité au financement en fonds propres. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu un accès d'endettement et de levier ces dernières années en Europe. Et puis parce que les entreprises, en fait, quand elles financent leur investissement qui est à risque, c'est les fonds propres qui, à notre sens, financent le risque. Et donc, de ce point de vue, le capital risque doit être un enjeu majeur dans l'union des marchés de capitaux, ce qui est, une consultation a été lancée d'ailleurs, mais on doit mettre l'accent sur les investissements en action. Voilà, donc comment favoriser l'investissement en action? Alors c'est sûr que la fiscalité est un élément important, donc c'est complexe parce que c'est aussi un champ dans l'unanimité au niveau de l'Union européenne, et donc c'est difficile pour la Commission européenne d'inciter dans ce domaine-là. Enfin, en tout cas, des recommandations, un élan peut être donné au niveau européen. Et puis, on regrette aussi, nous, beaucoup que, comme ça avait été envisagé d'ailleurs dans la consultation, il n'y ait pas eu une proposition pour un 22e régime de fonds de pension qui aurait aussi permis de développer le financement en fonds propres. En tout cas, ouais. Voilà, donc un petit focus sur l'appel à témoignage qui a déjà été évoqué. Effectivement, c'est un cadre, alors un formalisme très contraint. Je ne sais pas si ça a été mentionné le fait que la date de réponse a été reportée. Oui. Je ne sais pas, j'ai raté l'introduction d'Edouard. Voilà, donc pour reprendre juste l'objectif, c'est donc qu'il s'agit de recueillir des informations concrètes et des éléments empiriques sur l'existence de règles compromettant la capacité de l'économie à se financer et à croître, des charges réglementaires inutiles, des interactions et des incohérences et des lacunes, et des règles entraînant les effets indésirables, et éventuellement y remédier. Alors, nous, bien sûr, au niveau de la MAPI, on répond à cet appel à témoignage. La difficulté, quand même, c'est d'avoir des illustrations concrètes et empiriques. Hein, ça, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à dire, mais les étayer, c'est pas toujours évident. Donc, on a quand même, de toute façon, des choses à dire. Alors, sans rentrer dans les détails, je pense que, pour nous, ce qui est important, c'est que dans un cadre réglementaire, le cadre réglementaire européen, dans la perspective de l'union des marchés de capitaux, devrait à tout le moins, en tout cas, avoir un processus législatif efficace, parce que ça, c'est le b.a.-ba, je dirais, du cadre réglementaire européen qui est très complexe, d'une part, et qui donne lieu souvent à des compromis difficiles à mettre en place, et tout ça dans des délais qui sont définis aussi très en amont et qui ne prennent pas nécessairement en compte tous les développements techniques et puis les difficultés à mettre d'abord en œuvre au niveau des régulateurs et puis aussi opérationnellement au niveau des professionnels. Donc ça a été évoqué en amont. Je pense qu'il faut repenser aussi tout le système législatif, peut-être dans son processus en tant que tel, et puis aussi prévoir des mécanismes par lesquels on peut revoir, voire même suspendre des réglementations dont on a des doutes sur leur efficacité par rapport aux objectifs. Alors, pour nous, ce qui est très important également, c'est assurer la réalité du principe de proportionnalité des règles, parce que dans une perspective d'union des marchés de capitaux, notamment, c'est ce principe qui permet pour nous aussi de préserver la diversité de l'écosystème de financement. J'entends par là préserver l'existence d'intermédiaires de taille moyenne,
quand on applique, notamment par exemple en exemple, des règles de rémunération sans proportionnalité ou de façon indifférenciée à toutes les institutions et à tous les acteurs, par là même on favorise quand même les gros acteurs, on favorise la concentration vers les gros acteurs, et ce faisant, mais on n'est pas sûr que ça soit aussi avantageux pour tout ce qui est le financement, notamment des PME. Donc ce principe de proportionnalité des règles, il est important et il n'est pas bien appliqué à notre sens actuellement par la Commission européenne et les autorités, notamment qui fait référence à l'autorité bancaire européenne, sur la règle notamment des rémunérations. C'est un exemple. Juste à titre aussi de rappel, ces règles de rémunération, elles proviennent notamment de règles internationales, elles proviennent de BAL 3, elles ont été déclinées par CRD 4 au niveau européen. Je rappelle que BAL 3 s'applique aux grandes banques internationales. Ces règles ont été reprises dans CRD 4, elles s'appliquent à toutes les institutions en Europe, et de façon indifférenciée. Donc là, il y a aussi un problème au niveau européen de prendre en compte la diversité, de préserver la diversité de notre écosystème. Le respect du principe de subsidiarité qui permet donc d'apporter à notre sens les meilleures solutions, enfin les solutions plus efficaces à l'échelon le plus pertinent. Ça, j'en reviens sur ce continuum de marché, de nature différente de marché, de besoins, et donc parfois l'échelon local peut être aussi le plus pertinent. Pour autant, la Commission a un rôle d'impulsion, ça c'est pas sans dire. Voilà. Et alors bien sûr, ça c'est un sujet qui nous est très cher à la MESI, c'est des règles qui ne comprennent pas la capacité des acteurs à apporter de la liquidité sur les marchés. Là je renvoie à une étude que la MAFI a produite tout récemment sur la liquidité. On sait que certaines règles ont un effet sur la liquidité, il y a d'autres facteurs, c'est certain, mais la réglementation a un effet. Or, développer une union des marchés de capitaux sans prendre en compte les besoins de liquidité des marchés, en tout cas va traiter le problème de certaines contraintes sur cette liquidité est un gros sujet. Voilà, donc nous en conclusion, ce qu'on dit c'est que ce sont des mesures dans l'ensemble qui sont sûrement positives, on verra à la pratique, mais compte tenu de ce qui avait été affiché en termes d'ambition et puis en termes d'enjeux économiques pour l'Union européenne, ça nous semble pour l'instant à ce stade assez en deçà de ce qui était attendu. Voilà.